force de tirer sur son cheval super fort, elle l'a fait saigner. Ils ont tellement désensibilisé leurs chevaux, en fait ils les ont insensibilisés. Et que quand ils mettent les jambes, le cheval il répond pas. Il répond non. Et du coup ils sont obligés de les fouetter. J'ai toujours été attirée par les chevaux fous, que personne voulait monter. La jument à laisser, elle était top, mais retour à la maison, je mettais le pied à l'étrier, elle se retournait, et je tombe une 3e fois, et je serre les dents, et je dis je remonte, et je réussis l'exercice en fait. Vu que j'avais pas le niveau, pas l'assiette qu'il fallait, etc., bah moi j'allais au tas direct. En France, soit le coach a des super connaissances techniques et auquel cas il parle comme un charretier à ses élèves ou des trempes aux chevaux, ou soit le coach n'a pas de connaissances techniques et auquel cas je fais te payer des bisounours et tu fais faire tout le temps des barres au sol, des 8 de chiffres et des... Hello Margot. Coucou, Est-ce que t'es chaud? je suis trop contente d'être là. Ouais. Ouais. Bon, très content de t'accueillir à la voûte et de faire ça ensemble dans ce studio de podcast. Aujourd'hui, on va parler équitation pour ta chaîne. Ouais. Equiplus Academy. On va parler rectitude, on va parler saut d'obstacle, on va parler CCE, on va parler réformé. Je suis vraiment très content de parler de tout ça avec toi. Pour les personnes qui me connaissent pas sur la chaîne de Margot, moi je suis le frère de Margot avec qui on a monté le compte Equiplus Academy sur Instagram il y a déjà maintenant 2 ans, en 2023. Et donc aujourd'hui on va alimenter un petit peu la chaîne de Margot et tout ce qu'on fait autour des réformés. Donc cette première vidéo là de podcast, c'est un petit peu pour te présenter et parler un petit peu de ton parcours. Donc raconte-nous, quand est-ce que tu as démarré l'équitation pour que les gens qui te connaissent pas plus que ça puissent en savoir un petit peu plus. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de mon parcours sur la chaîne et c'est important parce que beaucoup de monde me demande d'où je viens et quand est-ce que j'ai commencé. Je marchais même pas que j'étais déjà à cheval. Ma mère, elle a fait l'erreur de me mettre sur un Shetland pour une balade et j'ai fait la sieste dessus et depuis j'ai jamais arrêté le cheval. Après ça, c'est allé très très vite. Je me suis très vite tournée vers la compétition où il y a eu l'achat d'un premier poney de complet. Sahel. Ouais, Sahel, avec lequel j'ai fait mes premiers championnats de France, mes premiers beaux classements, où j'ai été championne régionale et j'ai fait mes premiers titres, on va dire. Derrière lui, il devenait trop petit par rapport à mon évolution physique. Il me fallait un cheval. Et donc, je suis tombée sur une jument qui était un peu fracassée au niveau physique. C'était caché par le vendeur. Ah oui, ouais. Je me souviens. Polka. La jument à laisser, elle était top, mais retour à la maison, je mettais le pied à l'étrier, elle se retournait. Enfin, elle était pas bien du tout et ça venait d'une douleur. Donc, on n'a pas forcé, on l'a mise à l'arrêt complet. Et derrière, il y a eu Kali, donc la jument que j'ai eue elle avait 4 ans et demi. Ça fait combien de temps que tu l'as? 5-6 ans? Ouais, Plus ça que ça, fait 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans que je l'ai. Et avec elle, j'ai fait mon sport-études avec une cavalière de concours complet qui est en équipe de France, où j'ai appris plein de trucs là-bas. Voilà. Et je l'ai fait tourner sur les circuits jeunes chevaux et où j'ai fait les premières grosses épreuves et après je me suis vraiment formée sur les grosses épreuves avec cette jument-là. Donc tu as parlé du fait que tu faisais de la compétition. Est-ce que, juste pour les gens qui nous écoutent dans cette vidéo-là, est-ce que tu fais juste du dressage, juste du CSO, tu fais du concours complet ou est-ce que tu fais autre chose? Quelles sont les disciplines que tu fais et que tu affectionnes le plus? Au début, j'étais plus sur du CSO. Très vite, faire 3 heures de route pour 2 minutes de passage. Ça saoulait ton frère. Ouais, c'était trop long. Et même, je trouvais que c'était un peu ce qu'on appelle dans le jargon du tir tu pousses. On fait galoper son cheval pleine balle, on le rééquilibre et puis on repart pleine balle derrière. Donc c'était pas forcément l'équitation comme ça qui me plaisait. Et le concours complet, il répondait beaucoup plus à mes attentes, à ma vision d'un entraînement, enfin de l'entraînement du cheval. Donc là, il y a en première étape le dressage. Derrière, sur les petites épreuves, on va partir sur le CSO et puis le cross. Et sur les grosses épreuves, il va y avoir le cross et derrière le CSO. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ces 3 disciplines-là? Est-ce qu'il y en a une en particulier que tu adores le plus? Tous ceux qui font du complet, ils adorent le cross. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que chaque discipline dans le complet permet que ce soit complet, justement. Ouais, c'est complémentaire. Ouais. Faut vraiment avoir des bases solides sur le dressage qui est plus relevé au niveau du classement maintenant. Avoir évidemment un cheval qui est hyper franc, hyper guerrier et donc une relation hyper solide avec ton cheval sur le cross. Et le CSO derrière qui va montrer si ton cheval est bien aux ordres, mais aussi si toi, tu t'en occupes bien. Parce que quand tu viens de t'enquiller un cross de 5 minutes et que tu mets ton cheval au repos dans un box, si le lendemain il est tout courbaturé, on sait que tu t'es pas levé à 6 heures du matin pour aller le faire marcher. D'accord.
Donc il y a vraiment cette notion de bien-être. Alors certains diront que l'envoyer sur du cross, c'est pas du bien-être. Enfin, de toute façon, t'auras toujours des gens qui te diront Ouais. que ce que tu fais, ça va pas. Mais le complet, ouais, c'est vraiment the discipline que j'affectionne. Et donc récemment, on a pris un tournant dans notre ligne éditoriale. C'est de prendre le tournant des réformés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les réformés? Moi, j'ai déjà un petit peu ma petite idée parce que durant ton adolescence, je sais que tu t'es toujours tourné vers les chevaux entre guillemets un petit peu difficiles. Ouais. Que c'était toi qu'on appelait pour pouvoir aider à voir ce qui se passait et essayer de résoudre les problèmes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été attirée par les chevaux fous que personne voulait monter. Étonnant. Et même je me souviens une fois où je devais avoir, je sais pas, 13 ans et demi. Mon coach de l'époque, il m'a mis sur un jeune cheval. Il devait avoir à peine 4 ans. Et j'avais pas du tout le niveau pour monter ce cheval-là. Donc je tombe une première fois, je me fais pas très mal. Je remonte, je tombe une deuxième fois. Direct? Ouais. Ok. Je tombe une deuxième fois, là je me fais très mal au niveau du coccyx. Et je serre les dents et je dis je remonte et je réussis l'exercice en fait. Et je tombe une troisième fois. Au coccyx, pareil. Tu faisais une erreur particulière? C'était toi ou c'est le cheval qui... En fait, c'est le cheval qui faisait un demi-tour sur lui-même sans prévenir. Vu que j'avais pas le niveau, pas l'assiette qu'il fallait, etc., moi, j'allais au tas direct. Ok. Je suis remontée et quand je suis descendue, ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Ils se sont aperçus qu'en fait, j'avais le coccyx fracturé. Et tout le monde a été en mode, t'es folle, etc. Mais moi, j'aime bien ces chevaux-là parce que pour moi, c'est des chevaux qui sont incompris. Généreux. Et en fait, quand tu touches leur cœur et que tu apprends à parler leur langage et à leur faire comprendre ce que ils te donnent tout, ils te donnent plus qu'un maître d'école en fait. Donc c'est ça qui est hyper important. Et après évidemment ça va de soi avec les réformés parce que les réformés malheureusement quand ils sont pas bons dans les grosses écuries, ils sont destinés à aller dans le camion du marchand ou à l'abattoir et donc ils sont récupérés par des gens qui soit manquent de technique, soit ont de difficultés et qui ils connaissent pas les solutions pour parler ce langage-là avec les réformés. Ouais, donc en fait, on a des gens qui rêvent d'avoir un cheval à la maison et qui n'ont pas forcément l'envie ou la possibilité d'aller chercher un cheval qui coûte bien plus cher pour aller faire des compétitions. Mais du coup, on a des chevaux qui sont avec des codes un petit peu particuliers, probablement des fois des traumatismes. Je sais que même les gens des courses, ils vont un peu crier quand ils vont entendre ça. Mais il y a quand même pas mal de traumatismes. Enfin, tu confirmes? Ouais, physique et ça, faut le rattraper. Officiellement, les personnes qui vont te dire qu'ils vont acquérir un réformé des courses, ils vont te dire que c'est pour lui offrir une deuxième vie. Donc, on les croit, et une vie tranquille, etc. Mais officieusement, c'est aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'un cheval classique qui a déjà tourné ou un cheval qui est bien mis en main et aux ordres, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais du moment où t'es tombé plusieurs fois, à plusieurs reprises quand tu t'es fait mal. T'as pas eu un moment de stress à ce moment-là où t'étais plutôt en mode non, il faut absolument que je réussisse, faut que je monte dessus, faut que je réussisse l'exercice? Parce que ça m'est pas arrivé qu'une fois de me fracturer un truc et de remonter à cheval. Mais en fait, je me dis pas il faut absolument que moi j'y arrive. Il faut absolument que j'arrive à lui faire comprendre ce que j'ai envie. Ok. Quand tu dis t'arrives, tu forces, t'es dans la contrainte ou pas? Non. Alors bon, des fois, quand un cheval il se met debout, t'es obligé de le plier pour pas qu'il se retourne sur toi. Donc là, t'es obligé d'utiliser la force parce que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Il y a une jument, je suis partie en balade au pas la veille d'un concours. Donc c'était reine longue, sans contrainte, sans rien. Et elle s'est pointée, mais tellement haut qu'elle s'est retournée sur moi. Donc là, en fait, il n'y a pas de j'utilise la force ou j'utilise pas la force. Quand ça met en danger ta vie, tu utilises la force. Faut préserver ta vie. Maintenant... C'est toujours une histoire de compromis, c'est ça que tu veux dire peut-être? C'est que on va utiliser la force le moins possible, monter en contrainte le moins possible, lui faire comprendre les choses. Mais par contre, s'il y a une question de danger imminent, mais il n'y a pas le choix en fait. Faut utiliser la force. Ou ce que j'appelle les prises de judo. Parce que quand un cheval il se met debout, je parle pas du debout 50 cm, je parle du debout du vrai cabré. Et en fait, il faut lâcher ta rêne d'un côté, par exemple le droit, et tirer tout à gauche pour que le cheval se plie, se torde, et que ça évite qu'il se retourne. Il va plutôt se faucher que se retourner sur toi. Comment ça s'est passé, ta relation avec tes coachs? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui t'a le plus aidé ou quelqu'un qui a eu une philosophie particulière? Comment tu as pu gérer les chevaux un peu compliqués, les réformer et aussi le stress associé à ça? Pas pour faire une généralité sur les coachs, mais la plupart des coachs que j'ai eu quand je rencontrais des problèmes comme ça, c'est mon analyse de maintenant. Vu qu'ils n'avaient pas de solution
solution, il me demandait d'utiliser la force. Donc la contrainte, la grosse contrainte, quoi. Ouais. Une fois, je suis tombée, je me suis pris le pare-botte plein front, donc trauma, etc. Et le premier truc que le coach il m'a dit, c'est ce soir il mange pas. Ça va pas résoudre la solution qu'il mange pas ce soir, il va pas comprendre. Genre en gros, il était puni, quoi. Ouais, ou sinon c'était quand tu te fais embarquer, il te crie dessus, arrache-lui 4 molaires, défonce-lui la gueule. Super. Donc ça, c'est les conseils que j'ai eus. J'ai jamais vraiment eu, et c'est pour ça aussi que je veux pas ressembler à ces coachs-là, c'est que j'ai jamais vraiment eu de coach qui m'a dit, ok, je suis confronté à un problème que j'arrive pas à résoudre, je comprends pas ton cheval, je vais me gratter la tête, je vais chercher des exos, et on va essayer et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Tous, quasi, c'était, tu lui mets 3 coups de cravache, tu lui défonces la tronche. En fait, on vient amener de la brutalité, quoi. Ouais. De la brutalité qui De est la complètement... soumission, en fait. Il voulait, il voulait de la soumission. Et du coup, ça me fait vachement penser à autre chose que nos amis western, Solène et William parlent beaucoup de ça. C'est le horsemanship. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eux, ils sont jamais dans la contrainte. Ça, la définition de contrainte. Est-ce que c'est le pays des bisounours ou est-ce que c'est tu imposes pas au cheval? Si c'est tu imposes pas au cheval, c'est comme William, parce qu'il va quand même monter avec des éperons, un mort avec un effet de levier assez important, etc. Mais il va savoir le doser. C'est vrai que William, il a cette notion de leader qui revient beaucoup sur les réseaux. À travers le horsemanship, ça c'est la relation homme-cheval. Ouais. Mais sur les réseaux, ce qui va revenir, c'est plus le côté éthologie. Ils vont dire qu'ils vont aller dans le même sens, mais en soi, c'est de l'opposition. Par exemple, l'éthologie, ils vont te demander de le désensibiliser à tout, à des drapeaux, des ballons, aux jambes, etc., etc. Mais du coup, quand ils se retrouvent dessus, à cheval, ils ont tellement désensibilisé leurs chevaux qu'en fait, ils les ont insensibilisés et que quand ils mettent les jambes, le cheval, il répond pas. Il répond et du coup, ils sont obligés de les fouetter. Okay. Donc en fait, ça, pour moi, c'est de l'éthologie un peu que je fais pas, quoi, qui est un peu, j'aime pas du tout. D'accord. Par contre, aller amener ton cheval à un endroit qui lui fait peur, à un objet, etc., et venir le désensibiliser, lui dire qu'il y a pas de souci et mettre une stratégie en place, ça oui. Faire un peu de tout et n'importe quoi sous le prétexte que c'est de l'éthologie. Une personne que j'ai accompagnée, je lui ai fait prendre conscience de ça, par exemple, c'est que elle me disait qu'elle faisait de l'éthologie, de l'équifil, de l'équifun, qu'elle voulait absolument pas mettre de mort dans la bouche de son cheval, mais avec son licol et tout, en fait, elle faisait saigner le chanfrein de son cheval. Ouais. Donc, à cause de quoi? De la manière dont elle utilisait le licol et de ses demandes, ou est-ce que c'était, je sais que t'as différents licols particuliers, t'en as des... C'est le licol à corde, le licol dont je parle, Alors qu'il aurait fallu utiliser un licol plat, c'est ça? Mais pas tellement, c'est que, en fait, c'est la manière dont elle a utilisé le licol. C'est que, à force de tirer sur son cheval super fort, elle l'a fait saigner. Mais vu que pour elle, c'est un licol éthologique, elle lui fait pas de mal. Ça me fait un petit peu penser à l'analogie où, en fait, avec un couteau, tu peux servir une belle part de gâteau ou préparer une belle recette, ou alors tu peux faire des choses un peu moins jolies avec le couteau. Comment tu arrives à définir si le cheval, il a réellement un traumatisme ou est-ce qu'il est en train de se fiche de toi? Souvent, les personnes de la communauté qui disent j'arrive pas à faire mes demandes, il se fout de moi ou il se fout de ma gueule. Comment t'arrives à analyser et à diagnostiquer traumatisme ou il y a réellement du foutage de gueule de la part du cheval? Est-ce qu'il y a réellement du foutage de gueule? Qui est-ce qui mène entre guillemets la danse dans la relation homme-cheval? Quand j'ai ce genre de message ou même des personnes que j'ai en appel pour les aider, les débloquer, je fais très attention à ce que la personne peut me dire en me disant mon cheval il est comme ça, mon cheval il fait tout le temps ça, mon cheval ceci, mon cheval cela. Ouais, mais toi là-dedans tu joues quoi en fait? Il y a plein de fois, notamment une autre personne que j'ai accompagnée, où elle me dit mon cheval à chaque fois que je pars au galop, il m'envoie des coups de cul, il me fait tomber, du coup j'ai peur de partir au galop. Et je pense que c'est parce que il a un trauma ou il a mal au dos ou le problème venait du cheval. La première chose à faire, c'est de vérifier si le cavalier il est 100% irréprochable dans ses demandes. Des fois, t'as des réactions de chevaux qui vont être importantes. Il va donner un coup de cul, se lever, etc. Mais ça vient du cavalier en fait. Il reculait sa jambe trop vers les hanches de son cheval, en remontant sa jambe en fait. Et donc ça gênait le cheval et c'est vrai, il l'envoyait au tas. En repositionnant la jambe, le cheval accepte la demande et du coup elle part au galop, il y a plus de soucis. Typiquement, c'est pas un trauma. Maintenant, si le cavalier il est irréprochable, là faut un peu faire la technique de Sherlock Holmes. C'est un jeu de piste. Ouais, et aller définir le traumatisme en question. Donc depuis quand
il a ses réactions. La fréquence? Ouais. Est-ce que c'est venu suite à un événement ou est-ce que c'est venu progressivement? Si c'est progressif, c'est que c'est en lien avec le cavalier, qu'il a laissé faire quelque chose ou pas. Est-ce qu'il se comporte de la même manière si c'est le propriétaire qui gère le cheval ou si c'est quelqu'un d'autre? Donc là, c'est aussi en lien avec le cavalier. Est-ce que les réactions sont encore plus puissantes quand il y a plus d'autres chevaux autour ou quand il y a les autres chevaux autour? Donc tu vas savoir ça aussi. Tu regardes l'environnement, quoi. Ouais, tu regardes l'environnement, tu poses des questions sur le matériel, sur les disciplines. Un petit peu comme un docteur, en fait, tu viens faire un diagnostic et tu viens regarder l'environnement et les symptômes que le cheval il a dans la relation avec son cavalier. Tu vas venir regarder tout l'environnement, comment il se comporte seul, comment il se comporte en groupe, comment aussi peut-être la nourriture. Si la problématique vient au moment de l'alimentation, oui. Ouais. Après, si c'est une problématique, par exemple, mon cheval se met debout à chaque fois que je veux sortir de la carrière. Est-ce que c'est dû au cavalier ou est-ce que c'est un traumatisme? Tu vas venir voir si en extérieur il fait, si autour de la carrière il fait, si c'est vraiment que en sortant ou en rentrant. Tu vas essayer de faire plein de petites expériences pour affiner ton diagnostic et trouver la vraie cause qui déclenche ça. Donc ça, c'est ce que tu vois avec tes élèves que tu accompagnes un petit peu partout en France et même, je dirais, dans le monde francophone, parce qu'on a des gens que tu accompagnes aussi au Luxembourg, en Belgique. Au Maroc. Au Maroc aussi, ouais, effectivement. On a fondé ensemble Equiplus Academy. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision d'Equiplus Academy? Pourquoi toi, au fond de toi, t'as voulu démarrer Equiplus Academy? Tout le monde sait que je suis mordue de cheval, mais tellement mordue que quand t'es venu chez moi, en fait, t'as vu des classeurs avec des fiches d'exercices, de révision, de plein de connaissances. Et j'avais toute une bibliothèque remplie de fiches de tous les livres que j'avais pu lire. Et donc toi, déjà, t'as constaté que c'était une mine d'or. Ouais, beaucoup de choses. Ouais. Une vraie bibliothèque, ouais. Et que tu t'es dit, ça, faut le partager. Ouais, je me souviens avoir dit, Margot, mais tu te rends pas compte le nombre de gens que tu peux aider en ligne, le nombre de gens que tu peux toucher, que tu peux aider avec tout ce que t'as, tout ce que tu sais, il faut que tu le partages. En fait, j'ai pas envie d'être une coach standard. Je dis pas que je veux être coach super connue, etc., mais je veux être une vraie coach. Et qu'est-ce que j'appelle vraie coach? C'est que être là dans tous les moments où le cavalier il a besoin. De doute, de peur. Je veux pas utiliser comme la plupart des coachs les insultes, les cris. Casser une molaire ou pas donner à manger à son cheval le soir parce qu'il n'a pas répondu aux demandes. Il y a ça et il y a aussi le manque de connaissances techniques. En France, je parle, soit le coach a des super connaissances techniques et auquel cas il parle comme un charretier à ses élèves, fout des trempes aux chevaux, ou soit le coach il a pas de connaissances techniques et auquel cas c'est le pays des bisounours et tu fais faire tout le temps des barres au sol, des 8 de chiffres et des cercles. Et tu progresses pas en fait. Et tu progresses pas. Et t'amènes tout le temps tes élèves sur les mêmes types d'exercices. Quand tu regardes un peu dans les clubs ou dans les cours, les exercices qui sont appliqués, c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps. C'est des barres au sol, tu fais un cercle, un 8 de chiffre, tu pars au galop, tu fais des fois des sessions. Il y a autre chose. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que je trouve ça hyper triste qu'une propriétaire, au bout de 3-4 ans où elle a son cheval, qu'elle le connaît bien, etc., qu'elle soit encore obligée, une fois par semaine, d'appeler son coach parce que sinon elle est perdue, elle sait pas faire de détente tout seul. Ouais, il y a un manque d'autonomie. Ouais. Ok. En fait, les coachs, ils sont là pour assister les cavaliers, mais à aucun moment ils développent le ressenti ou ils apprennent à leur élève à faire un programme d'entraînement exprès pour leurs chevaux et eux, en fonction de leur objectif, à construire une séance, à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Ça fait une bonne transition par rapport à ce que tu proposes, toi, les accompagnements que tu fais à distance. Oui. Comment tu accompagnes, dans un premier temps, tes élèves à distance et quels sont les piliers sur lesquels tu viens travailler? Ça a déjà un petit peu répondu, c'est l'autonomie. Ouais. L'accompagnement, il est hyper adaptable en fonction de chacune des personnes. Tu vas avoir des personnes qui vont déjà avoir un bagage technique et qui vont pouvoir mettre en place les exercices, qui ont déjà du ressenti, et là, ça va vraiment être insister sur la réflexion, comment construire ta séance, comment résoudre un nouveau problème qui apparaît chez ton cheval. Donc, on va passer par des zooms ou carrément des séances en direct s'il y a besoin. Ok. Les séances en direct, ça se passe comment? Comment tu expliques? Tu viens, tu te déplaces, c'est ça, dans la région? Je reste au bureau et en fait, j'appelle directement la personne en visio. La personne a souvent des écouteurs Bluetooth ou une enceinte ou quelque chose pour avoir le son. Le retour? Et ouais, c'est ça. Et ensuite, on fait une séance comme si j'étais dans la carrière, sauf qu'à la place de moi, c'est le téléphone. D'accord. Pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est un petit peu... C'est le téléphone qui murmure à l'oreille des chevaux. Non, mais c'est Margot qui murmure à l'oreille des proprios. Ouais, on va dire. Ça. Au niveau des piliers, il y
en as un, c'est l'autonomie. Ouais. T'en as un autre, c'est développer la relation entre le cavalier et le cheval. Est-ce que tu as d'autres piliers? Le dernier pilier va être différent en fonction de la problématique. Ok. Soit ça va être une problématique de trauma, comment identifier le trauma, le gérer, etc. Soit ça va être quelqu'un qui veut performer en compétition. Et là, ça va être vraiment des exercices techniques spécifiques. Ce dernier pilier-là, il s'adapte vraiment où je mets les connaissances et les compétences que le cavalier a vraiment besoin. Je fais pas le même accompagnement pour tout le monde. Ouais. Chaque accompagnement est différent. 2 accompagnements ne se ressemblent pas. Donc t'as 3 piliers, l'autonomie Ouais. que tu développes, c'est le dernier, parce qu'après l'idée c'est que tu laisses tes élèves autonomes à la fin de l'accompagnement. Voilà. Tu vas avoir la relation homme-cheval et comprendre les codes, et après tu vas avoir un pilier de ciblage. Voilà, c'est ça. Ciblé sur la problématique de la personne. Bah écoute, ça fait une super transition par rapport au reste des vidéos qu'on va tourner un peu plus tard sur la chaîne. On a 4 sujets de vidéos qui correspondent en fait aux problématiques principales qu'on a identifiées chez les propriétaires de chevaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous teaser un petit peu sur les prochaines vidéos qui vont sortir? T'as 4 problématiques qui reviennent tout le temps chez n'importe quel couple cavalier-cheval. C'est les questions qui tournent autour de la musculature du dos. Comment muscler le dos, quel exercice à faire, etc. C'est un sujet où il y a tout le temps les mêmes exos et il y a personne qui répond vraiment à la question. T'as la notion du contact. Comment améliorer ce contact-là? Est-ce qu'il est trop dur, trop mou? Toutes les problématiques qui vont tourner autour du contact. Tu vas aussi avoir l'équilibre. Comment améliorer cet équilibre-là? Pareil. Tout le monde en parle, personne répond vraiment franchement à ces questions-là. Et le dernier que tout le monde, je pense, néglige, c'est la rectitude. Qui, en fait, a un impact sur tous les autres points. Et on oublie trop souvent, mais il faut travailler ça. Il est négligé. Il me semble que tu as préparé quelques petits exos pour chacune de ces vidéos-là, pour pouvoir aider les personnes. Il y a plein d'exos qui sont adaptables à tout niveau, tout chevaux, n'importe quelle race, n'importe quel passé. Vraiment pour que ça aide le maximum de personnes tout en étant bien pointu, bien précis. Top, super. Bon bah, je pense qu'on a fait une belle présentation. Il y a encore plein de choses à dire, notamment par exemple ta participation au concours aux meilleurs apprentis de France, qui est un petit peu aussi le début d'Equi Plus, mais on fera une vidéo dédiée pour ça. Si vous êtes intéressé pour pouvoir améliorer la relation avec votre cheval et si vous avez des soucis de rectitude, de contact, d'équilibre, Margot va sortir des vidéos justement dédiées pour ça sur sa chaîne. Avec des exos qu'ils n'ont jamais vus. Voilà. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ouais.